Bonjour à tous. Le 25 mars de cette année, la Russie a déclenché une crise diplomatique avec la Pologne. En fait, l'ambassadeur russe, se trouvant basé à Varsovie, a fait ce qu'on peut appeler un affront diplomatique au gouvernement polonais. Que s'est-il passé? Alors, rappelons-le, le 24 mars de cette année, un missile russe du type CH-101 a pénétré dans l'espace aérien polonais. Il s'y est trouvé pendant 39 secondes. Donc ensuite, le missile est reparti en direction de l'espace aérien de l'Ukraine. Donc les violations de l'espace aérien polonais répétées sont de plus en plus fréquentes. Il faut également voir que depuis le début du mois de mars de cette année, nous assistons à la frontière polono-biélorusse à une intensification de la crise migratoire. Donc c'est une pression migratoire qu'exerce la Russie par le biais de la Biélorussie sur la Pologne. Ce qui nous pousse à croire que la Russie veut effectivement pousser à l'escalade. Depuis quelques jours d'ailleurs, nous assistons aussi à des bombardements intensifs de l'Ukraine. Donc il y a plus de bombardements que d'habitude, pourrait-on dire, donc qui sont plus ciblés sur les grandes villes telles que Kharkiv ou Kiev, ce qui pourrait nous laisser croire que les Russes préparent quelque chose de plus gros, à savoir peut-être une nouvelle offensive en Ukraine, peut-être une offensive autre part. Alors, revenons quelques instants à la crise diplomatique qui a été déclenchée par la Russie avec la Pologne. Donc, en date du 25 mars de cette année, le gouvernement polonais a convoqué l'ambassadeur russe pour explication concernant le missile du type CH-101 qui a pénétré dans l'espace aérien polonais en date du 24 mars. Et l'ambassadeur russe en Pologne, Sergei Andreev, a décidé d'ignorer cette convocation, en prétextant que la Pologne ne présentait aucune preuve de cette violation de son espace aérien et que tant qu'il n'y aura pas de preuves claires et précises concernant cette accusation, l'ambassadeur ne voit pas l'intérêt d'aller discuter avec le gouvernement polonais. Andreev a aussi estimé que les agissements de la Pologne poussent à l'escalade et que la Pologne devrait s'interroger sur l'intérêt d'avoir une ambassade russe sur son territoire. Donc on voit clairement que l'ambassadeur russe pousse à l'escalade, pousse à la crise diplomatique. En langage diplomatique, refuser une convocation, c'est quasiment rompre les relations diplomatiques. Donc on voit clairement qu'il y a une évidente décision de la part de la Russie de monter la pression d'un cran, d'exercer une véritable pression diplomatique, justement, en faisant croire que les relations diplomatiques sont de facto rompues, puisque si l'ambassadeur refuse une convocation, donc qui lui est envoyée par la voie officielle par le ministère des Affaires étrangères, et finalement c'est son travail de se rendre à ce genre de convocation, on peut supposer que c'est une stratégie délibérée. Alors à quoi est-ce que nous assistons en ce moment? Alors tout porte à croire que l'escalade a été actée par la Russie. Quand on en revient un peu aux événements de ces derniers jours, on peut voir que la Russie pousse effectivement à une escalade dans les relations avec l'Occident et on peut se demander jusqu'à quel point cette escalade va aller. Les différents signaux que la Russie envoie sont de plus en plus inquiétants. Alors revenons un peu à ce qui s'est passé quelques jours avant, donc le 22 mars de cette année, juste quelques heures avant l'attentat dans la banlieue de Moscou. Nous avons le chargé de presse du Kremlin, Dmitry Peskov, qui déclare que de facto la Russie se trouve en état de guerre en Ukraine. Et quelques heures plus tard, nous avons un attentat terroriste dans la banlieue de Moscou qui fait plus de 150 morts et une centaine de blessés. Quel heureux hasard pour le gouvernement russe que justement au moment où la Russie passe d'une opération spéciale en Ukraine à l'état de guerre, tout à coup il y a une justification qui se présente à elle pour justifier cette déclaration. Quand on observe cet attentat, on en sait de plus en plus concernant le déroulement des événements. On a vraiment l'impression que ce qui s'est passé, ça a été voulu, voire délibérément organisé par la Russie. Il y a beaucoup d'éléments qui nous forcent à penser qu'il ne s'agit absolument pas d'une attaque organisée par l'État islamique
en tant que tel, mais que ça a été négocié, voire qu'organisé en coopération avec les services secrets russes. Alors, il y a plusieurs éléments qui ne collent pas. Premièrement, nous avons une situation où, donc, soi-disant, le gouvernement russe, de par ses services de sécurité intérieure, donc le FSB, ont capturé les 4 assaillants, ce qui paraît complètement improbable, puisque on le sait, dans les attentats terroristes de Daesh, les assaillants, les agresseurs ne se rendent jamais. Ils se font sauter, ils se font tuer en partant sous un déluge de balles, mais ils ne se rendent pas. Alors là, nous avons 4 agresseurs qui sont capturés vivants. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4. Donc là, ça paraît complètement incrédible, absolument pas réaliste. Ensuite, nous avons des agresseurs qui témoignent devant les caméras télévisées durant leur interrogatoire que, soi-disant, ils auraient été payés par quelqu'un pour faire cet attentat. Alors, on le sait parfaitement, les assaillants de l'État islamique ne sont pas payés. Ce sont des fanatiques qui font ce qu'ils font par idéologie, pas pour l'argent. Donc là, ça ne colle pas du tout au scénario d'un attentat organisé par Daesh en tant que tel. Ensuite, j'en reviens à mon détail qui a échappé à certains, mais il me paraît très important. Pendant cette attaque, personne n'a entendu crier Allahu Akbar. Et ça aussi, ça paraît complètement impossible qu'on ait affaire à une attaque d'islamistes, que ce soit Daesh, Al-Qaïda, une autre organisation, où il n'y ait pas de revendication, où il n'y ait pas de cri des assaillants de Allahu Akbar ou d'autres références à des éléments religieux, ou dits religieux. Rappelons-le, pendant l'attaque sur la rédaction de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, les agresseurs, les terroristes criaient « On a vengé le prophète Mohammed ». Donc il y a à chaque fois un communiqué qui est envoyé pour les assaillants. Mais moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'attentat qui se soit produit où les assaillants ne disent rien, où ils se contentent d'assassiner froidement leurs victimes sans rien crier. Ça me paraît complètement incrédible et impensable. Donc ces éléments nous poussent à croire qu'il s'agit de quelque chose de bien plus qu'un attentat spontané organisé par Daesh. Troisièmement, donc soi-disant les assaillants sont partis comme ça après l'attentat. Donc ça paraît complètement impensable. Comment c'est possible alors que le site soi-disant aurait dû être bouclé? Les assaillants sont montés apparemment, selon les dires des autorités russes, à bord d'une Renault blanche. Aussi qu'intéressant hasard, c'était une Renault. Et ils sont partis, tout simplement. Donc là, ça paraît complètement incrédible. Alors nous voyons depuis quelques jours les interrogatoires, ainsi que le passage au tribunal des soi-disant assaillants, des gens qui ont été torturés. D'ailleurs, les Russes ne s'en cachent pas. Et maintenant, qui sont-ils? Ça, on n'en sait rien du tout. Puisque donc, les autorités russes nous parlent de plusieurs citoyens tadjiks, alors que le Tadjikistan, lui, déclare que les soi-disant citoyens tadjiks dont parlent les Russes existent bien et bel, et se trouvent sur le territoire du Tadjikistan. Donc ils existent bel et bien, sauf qu'ils ne sont pas en Russie et sûrement pas entre les mains des Russes. Et donc on a d'un côté la Russie qui prétend avoir capturé des assaillants tadjiks, le Tadjikistan qui nous dit qu'en fin de compte c'est pas possible puisque ces gens-là se trouvent sur le territoire du Tadjikistan, ils ne sont pas suspectés de quoi que ce soit, et qui plus est, ils n'ont pas quitté le territoire tadjik depuis au moins 4 mois. Donc on voit parfaitement que là il y a un souci. Donc finalement on sait pas du tout qui est-ce que la Russie a arrêté, on sait pas qui sont ces gens, on sait même pas si c'est pas un spectacle qu'on nous présente, est-ce que ce sont pas des gens qui sont là pour jouer un rôle, ou alors est-ce que les Russes se sont trouvés un bouc émissaire, on n'en sait rien du tout. Donc tout ce qui sort du Kremlin, tout ce qui sort donc des médias russes, n'est que mensonge et manipulation. On ne peut absolument pas s'y fier. Et revenons aussi un peu à cette déclaration des Américains qui ont dit avoir confirmé que c'était un attentat de l'État islamique. Alors aussi une erreur qui est faite par plusieurs médias, les Américains n'ont jamais confirmé qu'il s'est agi d'une attaque de l'État islamique donc qui a eu lieu le 22 mars dans la banlieue de Moscou. Tout ce que les Américains ont dit, c'est qu'ils ont confirmé que la revendication de cet attentat par Daesh était authentique. C'est tout. Donc en fait, ils ont confirmé
l'authenticité de la vidéo. Mais jamais ils ne se sont avancés à les confirmer que l'attentat en tant que tel a été fomenté par des assaillants de l'État islamique. Donc là, ça, il faut bien le comprendre. Alors effectivement, Daesh a revendiqué l'attentat. Pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas fait? Pour eux, c'est un succès. C'est un coup de com'. Cette organisation a besoin d'un coup de com' dans une situation où elle se trouve en défaut, elle a des graves soucis au Moyen-Orient, où ces structures sont écrasées au Moyen-Orient, notamment en Syrie et en Irak. Nous le savons, ces organisations terroristes se battent entre elles pour les sphères d'influence, le pouvoir et aussi la renommée. Donc un attentat terroriste où on a 150 morts, en plus 100 blessés, c'est un beau coup d'éclat. Donc pourquoi est-ce que Daesh ne revendiquerait pas cet attentat? Surtout si cet attentat était organisé en collaboration avec la Russie. Et là justement, ça vaut la peine de s'y intéresser parce que on peut se poser la question de pourquoi est-ce que Daesh tout à coup attaque la Russie. Alors c'est sûr, les islamistes ont de forts contentions avec les Russes, ça c'est certain. Il y a eu la guerre en Tchétchénie, d'ailleurs 2 guerres en Tchétchénie. Il y a eu l'intervention russe en Syrie. On sait que les Russes soutiennent les talibans en Afghanistan contre Daesh, Daesh-K notamment. Donc, effectivement, théoriquement, il y a des contentieux entre la Russie et les islamistes. D'ailleurs, les Russes ont un souci d'islamisme sur leur territoire pas moins important que ce que nous pouvons avoir en France. Le problème, c'est que depuis quelques mois, les Iraniens ont bâti des relations assez solides avec Daesh. Alors, Daesh a besoin d'un soutien au Moyen-Orient, puisqu'aujourd'hui, ils sont combattus finalement par l'Occident, ils perdent de pied. Ils n'ont plus le soutien de la Turquie. Donc, aujourd'hui, ils ont besoin d'un allié. Cet allié, c'est l'Iran. Alors, quand on voit que Daesh est allié à l'Iran, et quand on voit que la Russie également est un allié et pas des moindres de l'Iran, ça paraît un peu compliqué de se dire que Daesh organise un attentat comme ça contre la Russie. Sachant que pour un coup d'éclat, pour Daesh, ça aurait été mieux d'attaquer une capitale occidentale. L'Occident se trouve être un peu plus haut sur leur liste que les cibles russes. Donc, ça paraît un peu fort du café que tout à coup, Daesh ait décidé d'attaquer la Russie. Avec lequel elle a un ami commun, c'est l'Iran. Donc ce scénario paraît compliqué à penser, à croire, à s'imaginer. Mais un autre scénario nous apparaît tout à coup, puisque si la Russie et Daesh ont un ami commun, ça rapproche. Comme on le sait, l'ennemi de notre ennemi est notre ami, etc., etc. Donc à partir de là, si l'Occident est l'ennemi de la Russie, de Daesh et de l'Iran, sur la base de l'ennemi de notre ennemi et notre ami, l'Iran et Daesh deviennent les alliés de la Russie. Donc, on peut supposer, et il y a pas mal d'éléments qui pourraient étayer cette thèse, que les Russes savaient parfaitement, l'État savait parfaitement, les services secrets savaient parfaitement de ce qui allait se passer, et que ça a été organisé, ça a été validé, organisé, en collaboration avec les représentants de Daesh-K et puis les services secrets russes. Et cette hypothèse est vachement dangereuse pour nous, parce que ceux qui connaissent un peu l'histoire du bloc soviétique savent que l'Union soviétique a soutenu durant toute sa durée toutes les organisations terroristes qui faisaient des attentats dans les pays occidentaux, que ce soit la Rote Armee Fraktion, les premières organisations islamistes, des organisations anarchistes, etc., etc. Donc les soviétiques ont soutenu toutes ces organisations, mais plus encore, elles les ont soutenues logistiquement et ils les ont même abritées sur leur territoire. À l'époque du bloc soviétique, les premiers islamistes étaient abrités, voire entraînés en RDA, en Pologne communiste et bien évidemment en URSS. Donc le Kremlin a une très grande expérience de la collaboration avec les organisations terroristes. Et ça devrait nous faire réfléchir, parce que si l'on peut supposer que dans l'ordre actuel des choses, Daesh n'avait pas trop intérêt à attaquer spontanément la Russie, si on peut en déduire que, puisqu'attentat il y a eu, on peut supposer que ça a été fait en collaboration avec les services secrets russes,
On peut aussi en déduire que si collaboration entre services secrets russes et Daesh il y a, c'est pas des attentats en Russie qui sont préparés, mais des attentats en Occident. Et à partir de là, effectivement, ça paraît sensé qu'en France, après un conseil de défense, on ait décidé d'augmenter le niveau d'alerte au plus haut. Donc, alerte toujours aux attentats. Parce que aujourd'hui, il est très probable que la Russie collabore avec Daesh et que la Russie pense organiser des attentats par le biais de Daesh en Occident. Justement, comme moyen de déstabilisation, et surtout en se basant sur leur histoire et puis l'expérience du passé, donc une expérience très, très large de soutien aux organisations terroristes. Donc aujourd'hui, la crainte qu'on peut avoir ici en Occident, c'est qu'il y ait effectivement des attentats organisés, et cette fois des attentats qui ne soient plus organisés par des terroristes isolés, mais par des structures financées, des structures soutenues, des structures organisées par la Russie de Poutine. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie menace. Parce que tout porte à croire que la Russie revient à cette stratégie de coopération avec les organisations terroristes, et l'attentat de Krasnogorsk nous pousse à dire que cette coopération est devenue réalité. Donc effectivement, là, nous, ici en Occident, ce qui doit nous inquiéter, c'est la perspective d'une agression terroriste, mais justement soutenue et co-organisée par la Russie. Et c'est pour ça que ça paraît très sensé d'augmenter l'alerte au plus haut niveau, surtout si l'on sait que la Russie se livre à des attaques cybernétiques contre les infrastructures françaises et pas que, les infrastructures aussi occidentales depuis des mois, depuis plusieurs mois. On peut supposer également que elle peut passer à la vitesse supérieure dans soutenir des groupes terroristes qui organiseraient des attentats en France et dans les pays occidentaux. C'est une véritable menace. Et ça, il faut la prendre au sérieux parce qu'aujourd'hui, tout porte à croire que la Russie travaille avec Daesh et que c'est une coopération qui va durer. Mais surtout, on voit que la Russie a acté l'escalade, puisque on a Vladimir Poutine qui a reconnu effectivement que l'attentat du 22 mars donc de Krasnogorsk a été organisé, donc a été fait par des islamistes radicaux, mais il ne démord pas de sa version qui dit qu'en gros ces extrémistes radicaux devaient traverser la frontière ukrainienne et là-bas avoir du soutien du côté ukrainien. Il ne démord pas de sa théorie comme quoi les djihadistes avaient été payés par les Ukrainiens. Donc en gros le message c'est: les assaillants sont islamistes, mais ils ont été payés par les Ukrainiens. Donc en fait, l'attentat a été organisé par les Ukrainiens, donc par l'Occident. Et c'est pas un hasard. On voit parfaitement que les choses s'enchaînent. Le 22 mars au matin, Dmitry Peskov nous parle d'état de guerre. 22 mars au soir, on a un attentat terroriste dans la banlieue de Moscou. Ensuite, nous voyons des bombardements intensifs sur l'Ukraine. 24 mars, on a de nouveau un missile qui apparaît dans l'espace aérien polonais. 25 mars, la Russie crée une crise diplomatique avec la Pologne, une des plus graves d'ailleurs depuis des années. Donc les choses ont l'air de s'enchaîner, ont l'air de faire partie d'un plan bien pensé. Alors, de quoi peut-il s'agir? Bon, premièrement, puisque Dmitry Peskov parle d'état de guerre et non plus d'opération spéciale, on peut supposer que la Russie va instaurer l'état de guerre sur son territoire. Qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique que il lui sera plus simple de mobiliser. Pourquoi? Parce qu'en état de guerre, refuser la mobilisation équivaut à une désertion. Et je le rappelle, il y a quand même pas mal de députés russes qui parlent d'enlever le moratoire sur la peine de mort. Donc on peut supposer qu'en état de guerre en Russie, le refus de la mobilisation, la tentative de quitter le territoire russe pourrait équivaloir à un acte de désertion, punie par la peine de mort. Donc la première conséquence sûrement de cet état de guerre, de cette déclaration de guerre finalement à l'Ukraine, de la reconnaissance du fait qu'il y ait une guerre en Ukraine, c'est pouvoir faciliter la mobilisation à l'avenir. Mais aussi, on voit qu'il y a une véritable volonté de monter un cran dans l'escalade. Donc, d'une part, avec les pays du flanc est de l'OTAN,
Comme je le disais, en Pologne, depuis le début du mois de mars, il y a une intensification de la pression migratoire à la frontière polono-biélorusse. Donc c'est organisé par la Russie, là il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, nous avons des incursions répétées dans l'espace aérien polonais. Nous avons enfin cette crise diplomatique qui a été déclenchée. Donc nous voyons clairement que la Russie pousse à l'escalade donc avec les pays limitrophes. Ensuite, nous avons cet attentat qui est attribué dans une histoire très peu crédible aux Ukrainiens. Aussi donc une façon de justifier une intensification de la guerre, peut-être une offensive en Ukraine sur Kiev ou sur Kharkiv ou Odessa. Ça, on ne le sait pas. Ensuite, on voit aussi que la Russie veut monter d'un cran dans la confrontation avec l'Occident, puisque quand on parle de l'Ukraine, l'Ukraine est soutenue par l'Occident, et quand vous observez un peu les médias russes, en fait, on y trouve des informations sur tout, sauf la Russie, à savoir qu'est-ce qu'on a fait à Washington, qu'est-ce qu'on a fait en Grande-Bretagne, et en gros, tout est présenté dans une espèce d'optique pour dire, voilà, regardez, tous ces pays, les Américains, les Britanniques, les Français, ce qu'on appelle en Russie l'Occident total, fait tout ça pour nous nuire, pour nous faire du mal, et nous devons nous défendre. Donc tout ça, en fait, nous pousse à croire qu'on est déjà dans une stratégie de construction d'une pensée, d'une guerre à long terme. En fait, donc le Kremlin veut créer une espèce de discours, donc expliquant aux Russes qu'en fait, donc la Russie n'attaque personne, elle se défend, parce que d'une part, il y a ces attentats horribles, donc qui ont été fomentés par l'Ukraine et l'Occident. D'autre part, nous avons l'Occident qui est agressif. Donc en fait, nous défendons, nous devons nous défendre contre l'Occident. Donc en fait, quelque part, c'est préparer les Russes à une nouvelle guerre patriotique. Et ça, c'est très dangereux parce que finalement, quand on observe ce qui se passe depuis quelques jours, on a l'impression que les Russes ont pris leur décision, que le Kremlin a pris sa décision et que la guerre est actée finalement. Et que l'escalade est actée. Donc, au moins, dans un premier temps, une offensive sur l'Ukraine, et ensuite peut-être une escalade avec les pays du flanc est de l'OTAN. Mais le fait est que tout ce qui se passe depuis le 22 mars, en fait, n'est pas un hasard. Et je ne souscris absolument pas à la théorie qui dit que les Russes ont été surpris par cet attentat. Qu'en gros, ils n'ont pas cru les avertissements des Américains, des Britanniques, et que de par la faiblesse de leurs services de sécurité, c'est arrivé. Donc, j'y crois pas du tout. Parce que les événements, leur déroulé et certains détails nous poussent à croire que tout ça, ça a été au moins validé, si ce n'est organisé qu'organisé avec l'État islamique. Donc, on est clairement dans une volonté d'escalade aujourd'hui, une escalade voulue par la Russie. Et il faut bien se dire une chose, c'est que nous, on n'y peut rien. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, tout ce qu'on peut, c'est se défendre. Et il n'y a pas aujourd'hui de possibilité pour nous, pour l'Occident, de négocier des escalades avec la Russie parce que l'escalade a déjà été actée. Ensuite aussi, il faut qu'on considère très sérieusement la possibilité qu'il y ait une alliance réelle entre le Kremlin et Daesh. Et il faut très clairement considérer la possibilité que la Russie soutienne Daesh dans l'organisation d'attentats en Occident. Donc en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, peut-être même aux États-Unis. Donc ça, aujourd'hui, ça paraît une menace réelle. Donc si Daesh devait bénéficier d'un appui logistique de la Russie, là, effectivement, on peut s'inquiéter. Puisque ces dernières années, donc l'opération française Chamal en Irak, en Syrie, la guerre qui a été menée contre Daesh par la coalition antiterroriste a fait que Daesh, finalement, n'était plus en mesure d'agir d'un point de vue logistique. Mais si aujourd'hui Daesh arrive à avoir un soutien logistique russe, là, ça peut être un souci. Et c'est très probable comme hypothèse. Pourquoi? Parce que, comme je le disais dans le passé, les Soviétiques l'ont fait. Donc, quand on voit ce que fait le Kremlin, on voit clairement qu'en fait, il n'y a rien de nouveau. Que finalement, le Kremlin, que ce soit dans ses agissements militaires, de diversion, de propagande,
reproduit à l'identique ce qui a été fait à l'époque soviétique. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, nous, ici en France, c'est de savoir, est-ce qu'on est réellement menacé par des actions du type terroriste, soutenues justement par les Russes, donc comme élément de déstabilisation du pays. Et c'est très probable que c'est un danger réel, et j'espère que cette hypothèse est prise au sérieux par nos services de sécurité, par ceux qui s'occupent de notre sécurité, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très probable qu'on soit menacé par des attentats organisés par la Russie. Mais il faut bien voir que on est vraiment là dans un moment d'escalade, et on est vraiment dans un moment où c'est à nous de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le moment de se préparer à se défendre. C'est le moment de fabriquer plus de matériel, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure pour ce qui est du financement de notre politique de défense. Et surtout, c'est le moment de se dire que cette escalade a été actée par la Russie et que nous, on n'y peut rien. Et qu'on n'y pourra rien quoi qu'il arrive. Donc, tous ceux, je le dis encore une fois, qui parlent des escalades avec la Russie, tapent à côté. Ils font un hors-sujet complet parce que la désescalade, c'est pas de nous qu'elle dépend. Si la Russie a acté l'escalade, c'est l'escalade qu'il y aura. Si la Russie veut une confrontation avec l'Occident, c'est une confrontation qu'il y aura. Mais nous, on ne peut rien faire pour l'en empêcher. Et si nous faisons preuve de faiblesse, croyez-le, ce sera une façon d'inciter la Russie à encore plus d'escalade. Donc aujourd'hui, la seule façon de stopper la Russie, c'est la résilience. C'est tout. C'est de se dire que voilà, ces décisions, elles sont prises par le Kremlin. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on se défend. Il faut qu'on se défende de la façon la plus déterminée qui soit, si l'on veut effectivement arriver à résister à cette agression russe qui sera sûrement multiniveau, hein. Et elle sera hybride, elle sera peut-être à un moment donné, elle sera peut-être directe. Mais dans tous les cas, on a bien affaire à une escalade, escalade qui a été décidée par Moscou, qui est réalisée par Moscou, étape par étape, comme on dit en anglais, step by step, pas par pas. Et nous n'y pouvons rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'y préparer et se défendre et réagir en cas de danger, à la mesure de ce danger pour le contrecarrer. Voilà ce que l'on pouvait en dire à cet instant. Pour ceux qui estiment que cet enregistrement a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker. Pour ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne à vos contacts. Pour ceux qui voudraient me contacter directement, c'est possible sur les réseaux sociaux, Facebook, Messenger. Pour ceux qui souhaiteraient me poser des questions, peuvent le faire donc directement sur YouTube ou également sur les réseaux sociaux. Je reste aussi à la disposition des médias qui souhaiteraient un commentaire concernant les sujets que je traite, donc que ce soit la Russie, l'Ukraine, la Pologne. Dans un avenir proche, je ferai d'autres enregistrements en français, en polonais, des enregistrements concernant ce qui se passe en Pologne, en France, en Ukraine, en Russie, dans le monde. Pour l'heure, je vous remercie pour votre temps et l'attention que vous avez accordée à cet enregistrement. Et je vous dis à très bientôt.